on revient quand même quelque part, et de manière plus concrète, là, genre placer l'humain devant la machine, être certain qu'on sait toujours, nous les consommateurs, qu'on fait affaire avec l'intelligence artificielle par le biais peut-être même d'un humain. Donc toujours savoir, est-ce qu'il y a déjà des exemples, l'Union européenne, vous disiez, est déjà en avance là-dessus. Comment on peut réguler tout ça? De quelle manière on peut le faire? Puis ça va aller très très loin, là. Comment les bases de données d'intelligence artificielle sont-elles créées? Est-ce qu'on doit normer ça aussi? Est-ce qu'on doit aussi légiférer entre les liens que l'intelligence artificielle ou les CIA, comme vous dites, communiquent avec d'autres systèmes? Comment une entreprise qui fait affaire avec un tiers doit-elle gérer ces liens-là? Qu'est-ce qu'on peut réguler là-dedans? C'est très, très vaste. Je sais pas. Dans votre rapport, c'est toutes les questions qui surgissent comme ça, mais on part de loin, là. Je commencerai par différencier l'utilisation malveillante de l'IA de l'utilisation bienveillante, mais peut-être mal informée, mal gouvernée ou un peu boiteuse. L'utilisation malveillante de l'IA ou de n'importe quel outil, je dirais qu'en général, c'est déjà bien réglementé, certainement dans les marchés financiers. Donc, on ne peut pas tromper son client, on ne peut pas tromper le public, faire disséminer de l'information promotionnelle trompeuse. Donc, on a déjà beaucoup d'ancrage dans la réglementation et les lois existantes pour pouvoir agir de ce côté-là. Du côté de l'utilisation bienveillante de l'IA, mais qui ne serait pas fait selon les normes, je pense que là, il y a une gradation et c'est à voir comment on va vouloir le faire, dans quel secteur d'activité aussi. Le secteur financier est déjà très réglementé. Il y a possiblement beaucoup de choses dans la réglementation actuelle qui s'appliquent déjà. Est-ce qu'on va devoir y ajouter des explications, des instructions supplémentaires? C'est un travail qui va devoir être fait. C'est très possible. Puis il y a aussi la place, et je pense que Vincent serait très bon pour répondre à ce point-là, la place de tous les standards techniques qui existent déjà aujourd'hui, des normes de plusieurs agences ou organisations qui publient ces normes-là, qui ne sont pas nécessairement réglementaires, qui ne sont pas nécessairement imbriquées dans la réglementation, mais qui pourraient peut-être l'être selon certains designs. Qu'est-ce que vous en pensez, Hugo? Est-ce qu'on peut utiliser ces normes pour pouvoir mieux encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle ou des CIA? Je m'excuse, je vais répondre oui et non. Oui et non, dans le sens où on n'a pas le choix. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Donc, une loi qui réfère à des standards, qui eux-mêmes réfèrent à des politiques internes. Genre, il y a un millefeuille normatif qui est incontournable dans tous les domaines techniques. L'IA, la blockchain, tu l'as évoqué avec des standards qui commencent à poindre, mais l'environnement, on a des lois qui ne peuvent pas aller dans le détail parce que les lois sont toujours générales permanentes, qui réfèrent à des normes techniques, qui elles-mêmes obligent à développer des politiques internes au sein de l'organisation. On a ces trois niveaux. Vu qu'on est dans un domaine en effervescence, où il y a un faux sentiment d'urgence, le problème c'est que, donc, oui, je vois pas comment faire autrement qu'on ait ce système-là. Mais en ce moment, il y a une telle effervescence que juste ISO, je vous ai déjà donné cette stat, moi qui me rend fou parce que j'ai acheté une norme 300 piastres et puis j'ai appris que juste ISO, juste en IA, il y a actuellement 25 normes de publiées et il y en a 40 qui s'en viennent dans les 2 prochaines années. En 2026, on aura 65 normes juste en IA. Là, il y a une... Et puis encore une fois, le modèle européen, moi je trouve que, je disais tout à l'heure, les Asiatiques copient, les Européens régulent, nous on innove. On est des copieurs invétérés en termes de régulation. On a copié-collé, la loi 25 est un copier-coller du RGPD, et ça ne fonctionne pas. Je veux dire, 80% des institutions sont non conformes à la loi 25.
Et on découvre toujours comme ça par hasard, et surtout les PME, les OSBL, j'en ai parlé avec M. Corbeil tout à l'heure. Faire une EFVP quand une OSBL, ça coûte 40 000, faire une EFVP, oubliez ça. Et puis je ne parle pas des petites PME. Donc, il y a... On est dans une période très adolescente. Je crois que la forme de régulation va forcément arriver par des standards, mais il va falloir qu'on fasse un peu preuve d'une certaine mesure quand même dans le choix de ces standards, dans la quantité de ces standards. Peut-être qu'il y aurait, suivant une approche participative, il pourrait y avoir des standards qui seraient élaborés par, ou même identifiés. Si on était capable, minimalement, dans le domaine de la FinTech, ben tiens, ce standard, il est bon. Actuellement, dans plein de domaines, notamment de l'IA, on n'est pas capable d'être aussi précis pour dire tiens, je vais suivre la politique par ANSSI ou tel organisme de nomination. Vous avez quelque chose à rajouter sur les standards? Moi, je peux juste revenir sur deux choses. La première, moi, je me suis rendu compte ici que quand on propose notre logiciel et qu'on en parle avec des directeurs financiers au Canada, ils me disent pour la gestion des données, on a une annexe de 40 pages sur le RGPD. Ah, bah c'est bon. Donc, j'ai envie de dire, à la limite, quand on est une entreprise européenne, qu'on vient ici, on dit on est RGPD, ça rassure déjà tout le monde, c'est déjà plutôt une bonne normale, ça veut dire que la norme est bien passée. Et pour revenir sur RGPD, et j'entends ce que dit Vincent, c'est difficile, c'est compliqué, il faut se retrouver par les PME. Bon, ce qui s'est passé en Europe, c'est que, juste pour rappeler un peu comment fonctionne le droit européen, même si je fais pas du droit, mais c'est le Conseil européen qui prend la décision de mettre en place une nouvelle directive, une nouvelle règle. Le Conseil européen est constitué des chefs de gouvernement, qui demande à la Commission européenne de formaliser un texte, qui est ensuite voté par le Parlement européen, qui ensuite est appliqué dans les différents parlements nationaux. C'est comme ça que ça marche. RGPD est passé par là, comme le DSP2, comme plein d'autres sujets. Ce qui est fort, surtout, c'est que si l'Europe ne faisait pas ça, et qu'un pays, la France, qui a rentré dans sa constitution le principe de précaution, je vous rappelle que le principe de précaution, c'est ne fait surtout rien qui pourrait avoir un minimum de risque. Donc en gros, n'innove surtout pas, parce qu'il y a un minimum de risque. C'est ce qui pose aussi pas mal de problèmes en France. C'est pas... En Amérique du Nord, vous êtes habitué au principe de responsabilité, tu réussis, c'est bien, tu rates, tant pis pour toi. En Europe et en France, c'est... tu réussis, c'est pas bien, c'est clair. Si tu rates, on va t'aider, on va te soutenir parce que tu vas plaindre et tu n'aurais pas dû penser. La prochaine fois, respecte le principe de précaution. Donc, la France aurait certainement légiféré là-dessus. Qu'est-ce qui se serait passé? Toutes les entreprises qui auraient voulu innover dans ce domaine-là, elles seraient toutes allées en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne. Je vous rappelle que moi, j'habitais à Lille, je faisais 5 km, ça parlait une autre langue, on était déjà en Belgique. C'est très, très, très facile. Je peux vous assurer que vous avez 6000 km de frontières poreuses avec les États-Unis. N'oubliez jamais ça. Vous avez 37 pays qui ont que des frontières poreuses avec les 36 autres pays. Et donc, forcément, l'entreprise n'a pas de limite. Elle peut s'installer n'importe où et elle peut travailler en Europe n'importe où. Ça veut dire aussi que, aujourd'hui, quand vous avez votre application, vous voulez télécharger sur votre téléphone, qu'elle était faite en Estonie, en Lituanie, en Norvège, en Suisse, en Italie ou ailleurs, vous vous en rendez pas compte. Et je vous mets tous au défi d'aller vérifier qui est l'éditeur qui a fait l'application que vous utilisez tous les jours ou que vos enfants utilisent tous les jours dans leur petit jeu avec lequel ils jouent. Vous ne le faites pas, ils ne le font pas, personne ne le fait. Et donc la problématique d'une législation qui est unilatérale propre à un seul pays, ou une seule zone, ou une seule nation, petit clin d'œil, c'est que si à côté, chez le voisin qui se trouve à 40 minutes de voiture, il ne le fait pas, les gens vont aller s'installer là-bas. Vous aurez exactement le même problème, vous aurez toujours des consommateurs mal conseillés, vous aurez toujours les mêmes problèmes, vous direz, presque en se lavant les mains, mais moi j'ai pris une règle, j'ai fait une loi, j'ai fait mon job. Ah mais j'y peux rien si celui d'à côté il l'a pas fait. Il n'a pas fait son job. Ah oui, mais ça marche pas comme ça, les amis. Ça marche pas comme ça. C'est le réchauffement climatique, c'est pour toute la planète. S'il n'y a qu'un seul pays qui réduise la consommation de CGES, la température augmentera quand même dans son pays. Ça ne changera pas grand-chose. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle, la protection des données et la protection du citoyen. C'est exactement la même chose. Et il faut convaincre. Il faut des lois le plus fédérales possible pour que ça soit appliqué pour tout le monde, pour que tout le monde soit protégé. Et ensuite, il faut une régulation qui dise les entreprises de mon pays que j'ai régulées, je les protège par une taxation, par une interdiction, par une limitation de tout ce qui pourrait venir de zones qui, elles, ne respectent pas. Sinon,
Oui, ne vous inquiétez pas, les Canadiens qui ont des bonnes idées iront ailleurs, et vous aurez quand même le même problème, comme la dame de ce matin qui a perdu de son argent dans son bitcoin. À mon avis, la société qui lui a vendu n'était pas régulée, ni par l'AMF, ni par qui que ce soit au Canada, peut-être même pas aux États-Unis ou ailleurs. Elle a quand même perdu son argent, et elle vient chercher qui pour se faire rembourser? Le gouvernement. Facile, hein? Et c'est pas le sens de la vie. Est-ce que c'est une préoccupation, l'AMF, justement, les autres législations par rapport à ce qu'on va faire? Est-ce qu'on oblige, par exemple, on l'a abordé tantôt, des gens à développer leurs propres outils parce que, justement, on veut pas d'interférence? Comment vous voyez le problème? J'ai pas réussi à ce micro. Le volet de l'harmonisation internationale est incontournable pour tout ce qui est de l'impact de ces nouvelles technologies-là, tant les cryptoactifs, l'IA, j'imagine qu'à plus ou moins court terme, on va parler de tokenisation, on va parler d'ordinateurs quantiques. Il faut effectivement être harmonisé à l'échelle de la planète parce que, comme Cédric l'a dit, les cryptoactifs, par exemple, ils ne connaissent pas de frontières. Alors, comment ça fonctionne? Si je prends, par exemple, uniquement le volet des valeurs mobilières, il y a l'Organisation internationale des commissions de valeurs qui a plus d'une centaine de membres, qui va se donner dont l'autorité, dont le Québec, dont l'Ontario, dont les États-Unis, la majorité des pays sont représentés. Et différents comités vont se pencher sur différents sujets et établir des standards qui ensuite vont être repris dans la législation, la réglementation de chacun des pays. Donc, cette année, l'OICV initie un premier projet sur l'intelligence artificielle dans un groupe qui s'appelle le FinTech Task Force. Donc, c'est sur son plan de travail pour avoir, vraiment avec un focus sur le marché des capitaux, les valeurs mobilières, des recommandations au terme de ce projet-là, visant la réglementation de l'IA ou non. Je ne peux pas prédire quelles vont être les recommandations, mais ce travail-là est en cours. Maintenant, c'est bien beau d'avoir des standards internationaux. Les pays demeurent souverains dans leur approche législative. Donc, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir cette harmonisation-là, ou en tout cas de donner des motivations aux différents pays pour le faire? Si vous visitez l'AMF présentement, vous allez sentir une certaine effervescence. Et l'acronyme FSAP sur les lèvres de plusieurs personnes. Donc, c'est le Assessment Program. Donc, le FMI visite chacun des pays et évalue la solidité du cadre législatif de ce pays-là. Le Canada n'y fait pas exception. Donc, l'autorité, oui, nous, on va inspecter les clientèles qui sont assujetties à nos lois, mais l'autorité est aussi inspectée par le FMI pour la solidité de son cadre réglementaire. Et le FMI se base sur quoi? Sur les standards internationaux. Est-ce qu'on les respecte? Est-ce qu'ils sont bien implantés dans notre cadre? Est-ce qu'ils sont bien mis en œuvre? Et là, c'est au niveau de tous les paliers gouvernementaux. Donc, quelles sont les interfaces entre les régulateurs provinciaux, fédéraux, tout le processus législatif. Donc, éventuellement, ces recommandations-là qui vont être mises de l'avant par l'OICV vont faire partie des programmes d'inspection du FMI qui vont aller à travers la planète pour faire ces évaluations-là qui sont ensuite utiles pour, par exemple, les grandes agences d'évaluation de crédit qui vont coter les pays. Donc, la dette du Québec, la dette du Canada, ils se basent, entre autres, sur ces évaluations-là.
Donc ça, c'est le mécanisme qui existe. Je vous ai parlé pour le secteur des valeurs mobilières, mais il y a le comité de Bâle pour tout ce qui est institutions financières. Il y a des comités aussi pour le volet assurance qui fonctionnent tous plus ou moins de la même façon avec le FSB ou le CSF en français, le Financial Stability Board, qui a vraiment une vue au niveau de la solidité financière à l'international. Donc, est-ce que c'est parfait? Non, clairement pas. Il existe toujours des différences, mais il y a un mécanisme qui existe et auquel un très, très grand nombre de pays adhèrent. Est-ce que vous y croyez, vous, M. Gautret, à cette harmonisation de tout cet écosystème, on va l'appeler comme ça? Globalement, non. Et ça me rappelle une phrase d'un ancien député français par rapport à la souveraineté au Québec qui disait pas d'ingérence, mais pas d'indifférence. Moi, j'ai évidemment aucune indifférence par rapport au règlement européen qui a été adopté de 459 pages. Je prends l'exemple de la vie privée que je connais mieux là. J'ai pas envie de négocier avec l'Arabie Saoudite sur où est-ce qu'on met le curseur en termes d'atteinte à la vie privée, ou la Chine ou d'autres pays. Mais même avec l'Europe, je veux dire, culturellement, il y a des différences très sensibles. Donc des fois, je trouve, il faut savoir que dans la loi 25, en commission parlementaire, le plus grand défenseur d'une loi 25 au Québec qui soit très conforme au RGPD, c'était l'industrie. L'industrie disait, moi la grosse industrie, j'ai déjà une manière de faire en Europe, faisons la même ici. Ben non, désolé, le droit, ça correspond à des habitudes sociales, à des manières de faire, et faut pas avoir une approche. Ça peut marcher dans des standards sur la qualité, sur l'épaisseur d'un fil électrique, pour que le courant passe plus vite, mais en matière d'IA, en matière de vie privée, il y a des éléments très reliés aux valeurs. Et j'ai toujours une misère à cette tendance à une harmonisation à tout crin. Et puis en plus, nous, on est très, très axés sur le marché nord-américain. Blinken est venu au mois de septembre dernier pour parler d'Ukraine, pour parler d'Israël et pour parler embêtez pas trop les GAFAM. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Ah non, mais je suis d'accord. La réponse, quand il dit non, je suis tout à fait d'accord. C'est juste inimaginable que le monde entier se mette d'accord. Si dans les 2 ou 3 ou 5 prochaines années, la Russie et la Chine reconnaissent encore le FMI, on sera content d'ailleurs. Donc, le FMI est une émanation occidentale qui ne fait pas trop plaisir à certaines autres personnes sur la planète. Donc, je suis même pas sûr qu'on aille jusqu'au bout. Après, entre le RGPD, la loi 25, etc., ce qui sera fait ici, je pense qu'il y aura toujours dans le monde occidental, qu'on le veuille ou non, une base commune, une certaine de valeurs communes, et après des interprétations et qui font qu'on pourra aller plus loin. Et la concurrence entre ces deux côtés de l'Atlantique devrait logiquement assez bien fonctionner. Vu le nombre d'Apple Pay et d'iPhone qui seraient en Europe, je suis pas trop inquiet sur comment ça va fonctionner. Et en effet, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui est faite, ça sera. Par contre, dans ces cas-là, on sait déjà maintenant. C'est qu'est-ce qu'on fait pour empêcher demain qu'une entreprise canadienne, on peut prendre ça, dise je vais aller m'installer au Chili ou je vais aller m'installer plutôt en Chine et je vais m'installer en Russie pour faire le business que j'ai prévu de faire au Canada, mais je vais le faire de là-bas parce que ça marchera, puis je vais vendre du Bitcoin, tu vas voir, et puis si c'est ce que ça figure, tant pis. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait pour protéger le citoyen? Moi, je pense ça passe par la formation et l'information. Donc il y a un rôle des institutions, il y a un rôle aussi des médias, de proposer régulièrement des explications, parce que les gens regardent les médias, lisent les médias, et c'est là qu'ils vont trouver aussi, avec des intervenants de qualité, on en a eu plein aujourd'hui, qui vont expliquer de manière plus simple peut-être que ce qu'on a eu comme discours aujourd'hui, parce que ça ne touchera pas tout le monde, les dangers et les risques de... Premièrement, c'est la formation, c'est l'explication, c'est parler, communiquer, beaucoup plus que ce qu'on fait. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le fait pas du tout assez. C'est plus facile de parler de la famille Kardashian que de parler de blockchain, je suis d'accord. Pour autant, la dame, elle a quand même perdu tous ses sous dans le Bitcoin.